Bonjour à tous, nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous présente la 336 Turbo. Donc, je vais vous montrer ça en détail. J'ouvre le capot, c'est parti. Alors c'est une voiture que j'ai achetée en 2017. Donc mars 2017, et c'était une voiture à vocation pour faire des track days, et je cherchais une propulsion pas trop chère. Bon, je vous présente en détail le moteur. Pour le moulin, c'est un M54 B30. J'ai greffé une admission M50, donc c'est une admission d'M50 B25, donc papillon électronique. Pour le piping, donc il y a un MAF d'Audi RS4. Après tout ce qui est manchon, silicone, les coudes, bon bah ça après ça c'est custom, hein, ça c'est chacun fait comme il peut. Pour la gestion électronique, c'est donc gestion Siemens MS43, donc c'est la gestion stock, donc pas besoin de mettre une gestion programmable, on peut déjà faire pas mal de choses. Côté turbo, c'est un petit, donc c'est un T04E, donc c'est un turbo qui se situe à peu près entre un GT28 et un GT30. Donc c'est déjà un turbo correct, ça permet d'aller chercher 400 chevaux. Là il y a 0,6 bar de pression et on est autour de 370-380 chevaux. Et au niveau du couple, on est à peu près dans les 550 Nm de couple. Donc c'est déjà généreux pour la voiture. Côté refroidissement, bon, il y a un radiateur d'origine, il y a un vase d'expansion en aluminium, donc c'était Moroso qui fait ça, c'est fabriqué au Mexique. Pour la partie refroidissement d'huile, donc il y a un support de filtre S54, donc avec les entrées-sorties, il y a un radiateur d'huile en frontal, ça doit être un 10 rangées je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a un intercooleur de chez FMIC, donc c'est un intercooleur, bon, je pense que c'est un intercooleur chinois, et c'est un 600 par 300 par 76, donc déjà c'est déjà un gros intercooleur, il est assez balèze. Et au niveau des entrées-sorties, on est en 76 mm. Donc là, tout le piping est en 76. Ça sort en 51 au niveau du turbo. Et ça repart directement en 76. Donc 51, 63, 76. Pour le downpipe, donc ça c'est moi qui l'ai fait sur mesure. Donc objet, c'est pas vendu dans le commerce. Il n'y a pas de gestion lambda. Je les avais supprimés. Bon, après la carto, elle est plutôt bien faite. Donc il n'y a pas de souci au niveau AFR. Et par contre il y a une sonde large bande, mais ça c'est pour faire des logs et puis pour avoir l'info dans la voiture. Donc comme je disais, donc le petit radia, donc ça doit être je crois que c'est un 10 rangées, ça en a une 10, l'échangeur, donc il est plutôt balèze. Je sais pas si on voit pas trop à travers le pare-choc, mais c'est assez discret. Donc ensuite le turbo. Donc là, comme il n'y a pas de place entre le phare et le turbo, j'avais mis juste un turbo guard, ils appellent ça, donc c'est une espèce de grille. Donc c'est fait chez QSP, je sais pas, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc le turbo, le downpipe, je sais pas si on va arriver à voir. Donc le downpipe, donc il y a une lambda, mais elle est pas utilisée là. Enfin, on peut l'utiliser si on veut, mais je les avais désactivés. Et on a une lambda large bande derrière, donc une wideband. Couche-culasse d'origine, ça n'a pas été changé. Protection en métal, parce que sinon ça fait chauffer le couche-culasse en plastoc. Donc le vase d'expansion Moroso, le MAF d'RS4 en détail, le piping, donc ça c'est en 76, le papillon élec. J'avais fait une petite cale là pour pouvoir bloquer le piping, ça avait tendance à démanchonner. Bon, ça fonctionne, mais des fois ça arrive que ça démanchonne, c'est pas ouf. Et puis l'admission d'M50, voilà, avec la cale d'adaptation pour mettre le papillon d'M54. Le support filtre S54, avec les entrées-sorties. Donc on avait fait un espèce de distributeur déporté. Donc là dessus j'ai la sonde de pression d'huile, la sonde de température d'huile. Donc ça c'est les sondes OEM. Ensuite j'ai les sondes pour les manomètres, donc pareil, pression d'huile, température d'huile. L'arrivée pour le turbo, donc ça c'est là, j'étais en train de chercher, donc ça c'est l'arrivée.
Donc ça c'est de la N4 je crois. Donc à 90 parce que sinon ça touche le capot. Après il y a des injecteurs Bosch 630cc. Collecteur, c'était un collecteur de chez AliExpress. Voilà, on va rien voir au niveau du collecteur. Je sais pas si on va voir grand chose, mais ouais, on verra rien. Là il y a 300 balles de collecteur, il y a 100 € de turbo. Après tout ce qui est un peu accessoire, les gaines, les machins, ça coûte je sais pas, une centaine d'euros. Le MAF c'est 100 balles. La cale c'était 30 balles pour le papillon. Ça c'est un wastegate interne, donc il n'y a pas besoin de wastegate externe. La gestion, bah, c'est moi qui ai fait la carto, donc ça coûte rien du tout. L'échangeur, je crois que c'était 130-150 balles. Le radiat d'huile ça vaut 30 €. Les raccords à N, ça c'est pareil, une cinquantaine d'euros je pense. Ouais, ça fait une, ça fait une prépa, on va dire, sans parler du moteur, ça fait une prépa aux alentours de, je pense, 1200 € à peu près. Après, au niveau moteur, le bloc il avait été refait. Donc c'est un bloc, aluminium, le M54, mais il avait été réalisé en 84-25. Alors pourquoi je l'ai refait? C'est parce que c'est un bloc qui était qu'on avait récupéré, il était rayé. Et du coup je l'ai fait réaliser pour le refaire à neuf. Donc piston forgé, c'est des pistons russes de chez AMP44. Piston à, je sais plus, j'avais payé ça 450 balles je crois livré. Donc c'était pas très cher. Au niveau des bielles, c'est des bielles chinoises. Donc je crois que c'était 300 balles livrées, donc ça coûte pas grand chose. Et puis après, je sais plus, les 24 soupapes sont neuves, voilà, la distrie, les joints, enfin tout est neuf au niveau du moteur. Mais ça n'a pas coûté une fortune folle, on va dire. Et puis 6 passages en vis de culasse M12. De toute façon, je vous mettrai toutes les photos du rebuild. En fait, je vais faire une petite compilation d'une dizaine de minutes qui sera en fin de vidéo. Et vous verrez toutes les... Parce que j'ai pas pu filmer quand je l'avais rebuild. Donc ça, c'est un moteur que j'ai fait en 2019. Donc 2019, la caisse elle a commencé à tourner en début 2020 et le moteur, bah, à ce moment là j'avais pas fait de vidéo, j'ai fait que des photos. Donc je vais vous faire un album complet, comme ça vous pourrez voir en détail tout le build du moteur. Après côté embrayage, il y a un embrayage ZF Performance, donc c'est un 4 patins avec plaque de pression renforcée, donc c'est un peu raide, mais par contre ça tient je crois jusqu'à 700, 750 Nm, donc c'est du bon matos. Après, le reste de la voiture, on va faire le tour un petit peu, je vous montre. Donc au niveau des jantes, c'est des jantes, alors je crois que c'est style 68, si je dis pas de conneries. Et en fait il y a un jeu, donc là il y a 4 jantes arrière, même à l'avant, donc c'est des jantes arrière. Et je l'ai passé en 255 au carré. Donc là on est en Toyo R888R. Et là le grip il est vraiment top. Après pour l'arrière, bah pareil, Toyo R888R. Ensuite l'intérieur de la voiture, c'est une voiture qui avait été vidée, hein, parce que je l'avais acheté en 2017. Je l'ai acheté début 2017. Au début j'avais fait une petite prépa juste piste, donc vidé, siège baquet, des pneus semi-slick, des freins aussi. Les freins, j'avais monté des étriers Porsche. Donc c'est des étriers Porsche de Porsche Boxster 3 litres de S. Donc à l'arrière et à l'avant. Alors à l'avant je les avais juste modifiés parce que le problème c'est qu'on peut monter ces étriers là, mais normalement il faut des 345 mm à l'avant. Et le problème de 345 mm c'est que ça passe pas dans les jantes de 17 pouces. Du coup je les avais fait rectifier pour pouvoir les faire fonctionner avec des disques de M3 mais de 325 mm. Mais bon, le freinage il est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Après les sièges baquets, c'est pas des Recaro, hein, c'est des Sparco, mais c'était, je sais pas, c'est des sièges peut-être à 300 €. Donc c'est des sièges de bonne qualité, enfin pour la piste en tout cas. Sur la route c'est la misère, mais ensuite, donc les panneaux de porte ont été vidés. L'intérieur a été vidé, donc j'avais repeint l'intérieur. Donc barre anti-rapprochement à l'arrière, comme à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si j'ai quand même gardé le ciel de toit et les montants. Donc j'avais pesé, mais c'est un peu trop léger. Puis on va démarrer l'auto. Hein.
J'ai tous les manos aussi. J'ai l'AFR, ça c'est une Innovate. J'ai un boost controller, donc c'est pour pouvoir régler le boost de l'intérieur. Pression d'huile, température d'huile. J'ai les températures d'échappement, donc les EGT, et la température et la pression d'essence. Donc là, d'origine, on a 3 bars 3 d'origine à peu près. Je vais démarrer. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, donc voilà, le capteur d'huile il déconne, ça va toujours déconner, ça c'est le problème des E46. Donc là on voit la pression d'huile, là c'est de la 1060, on est à 3 bars et demi en gros quand c'est froid. Donc là j'ai pas de lambda, mais j'avais réglé à peu près correct, on est à 14 et quelques d'AFR. Pareil quand on roule, il n'y a que en charge, ça descend à... Ouais, j'ai peut-être réglé riche, ça descend peut-être jusqu'à 11 d'AFR vraiment en pleine charge. Et puis température d'échappement, pression d'essence, ça c'est pratique. En plus ça peut faire office de boost pour ceux qui veulent pas s'emmerder à avoir 36 jauges finalement. Comme le régulateur de pression il est relié par une dépression donc au collecteur d'admission, finalement quand vous allez mettre plein gaz, par exemple là j'ai 0,6 bar, et ben ça va rajouter 0,6 bar en fait à la pression de base. Donc ça c'est pratique. Puis voilà pour l'intérieur. Bon après au niveau du son, voilà, c'est une ligne d'origine. Pas besoin de... J'ai pas spécialement besoin de faire du bruit, ça m'intéresse pas. Déjà sur piste c'est réglementé, donc c'est 95 dB max. S'approcher un peu du moulin. Donc là c'est les voilà, les petits tics qu'on entend, c'est les injecteurs, hein. C'est les injecteurs Bosch qui sont assez bruyants. Voilà, c'est un moteur qui tourne super rond. C'est un moteur, je sais pas, qui a peut-être dans les 6000 km. En sachant que quand il est sorti à chaque fois, voilà, c'est pas une balade quoi, c'est la sortie vraiment pour se faire plaisir. Donc c'est un moteur qui tourne plutôt pas mal. La bête. Bon, comme ça, elle paye pas de mine hein, de dehors. Ouais, c'était sympa ces petites E46. Elles ont pas trop mal vieilli. Ça fait une belle petite charrette. Et après niveau châssis, alors au niveau suspension, donc là on a des KW V2 avec des coupelles réglables Club Sport. Au niveau différentiel arrière, on a un différentiel à glissement limité, donc un KEF. Et le pont c'est un pont en 215K, donc c'est un gros pont de 330D. Et on a un ratio de 2,81. D'origine c'est 2,93, ça tire un petit peu plus long. Mais comme il y a beaucoup plus de couple, ça passe plutôt pas mal. Donc voilà. Après il y a des tirants réglables derrière pour mettre du carrossage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les barres HR, donc les barres anti-roulis HR à l'avant et à l'arrière, les barres bleues. Puis grosso modo, voilà, il y a l'essentiel, hein, des suspensions, des grosses barres, des barres anti-rapprochement, des gros freins, des pneus qui vont bien, des sièges baquets et des harnais parce que sinon on vole dans la voiture. Là il y a un super grip. Non, ça fait vraiment une super voiture pour pas trop cher. Et puis ça marche vraiment... pour le prix ça marche vraiment fort, hein. Ça marche vraiment bien. Ah, c'est sûr c'est pas une M4 compétition préparée 800 chevaux, hein. Mais ça fait déjà une caisse sympa. Ça fait déjà une caisse sympa. Bon allez, je vais vous mettre une petite vidéo d'accélération.
réalisé sur piste. Je vais mettre petit accel en 3e et en 4e, on va voir si on peut faire un 100-200. Je vais mettre ça juste après. Et puis à la fin de la vidéo, je vous rajouterai l'album complet quand j'ai fait le rebut de la voiture avec la mise du moteur dans la voiture, etc. Et puis là, de toute façon, c'était son dernier démarrage parce que là, je suis avec Kev. Et là, du coup, on va sortir le moulin parce qu'on va installer donc le nouveau bloc, donc le M50B32. Donc ça y est, il est terminé. Donc on va sortir le bloc qu'il y a dans celle-ci. Il va aller là-bas dans la E30, je sais pas si on voit bien. Donc ce bloc là, il part direct dans la E30. Ensuite le collecteur et le turbo, ils partent dans la E36 à Kev. Et celle-ci, elle reçoit donc le nouveau bloc et sa nouvelle transmission. J'espère que ça va être sympa, il n'y a pas de raison. Donc voilà. On a 35 degrés dehors, il fait un peu chaud. On va faire une petite accel déjà, on va essayer en 3e. On est sur piste fermée bien sûr. Allez, c'est parti. Ça tire long. Après dans la voiture, sincèrement, ça tire pas long plus que ça. Avec le turbo, il y a tellement de couple que ça force pas en fait. On va essayer de voir si on peut faire si j'ai assez de ligne droite pour faire un 100-200. Là je suis en 5e. Là, je suis à quoi? Je suis à 2000 tours même pas. Donc là j'appuie à fond. Là je suis à 6 bars, à 0,6 bars. Donc, la pression monte vraiment et en 5e, donc si je me mets en 4e, ça monte encore plus vite. Je pense. Donc là je roule en grand. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. C'est instantané, hein, la pression, ça charge vraiment tout de suite. C'est l'avantage d'un petit turbo. Ça, on voit souvent des gros montages avec des gros turbos. Et comme les mecs mettent pas beaucoup de pression, en fait ça sert à rien. En fait ça fait un turbo bridé et ça charge trop tard et il n'y a pas énormément plus de puissance à origine. C'est pas vraiment utile. Il faut mieux sizer son turbo vraiment par rapport à ce qu'on veut comme puissance et comme couple. Et surtout à quel moment ça charge. C'est ça qui est important. Faut pas toujours faire comme tout le monde sur le net. Parce que malheureusement c'est pas forcément toujours des bons conseils. Alors c'est pas forcément mes conseils les meilleurs, mais en tout cas de ce que j'ai testé, un GT35 ça charge vraiment trop tard. Et du coup finalement même sur un 100-200 comme ça charge tard, on perd tout le couple du début, on perd énormément de temps, mais on le rattrape juste vers la fin. C'est assez on-off, donc c'est pas vraiment conduisible, c'est pas top. Et là un petit turbo comme ça, il s'ouvre tout de suite, ça charge direct, ça motorise tout de suite. Et voilà, il y a au moins 550 Nm à peu près de ce que j'avais pu voir. J'avais fait des tests avec un dyno sur un logiciel sur le
le PC. Et sur le téléphone, là, je sais plus comment ça s'appelle l'application, enfin bref. Et voilà, on est autour de 370 chevaux à peu près, avec 0,6 bar à peine. Franchement c'est pas mal, surtout que là au niveau des avances, j'ai rien, je dois avoir 17 degrés d'avance en max. Donc c'est hyper safe à l'E85, le moteur il est indestructible. C'est nickel. Après là il fait vraiment très chaud, hein, donc c'est vrai que là les performances sont un peu en deçà de ce qu'on peut avoir forcément en hiver. Ça c'est valable pour toutes les voitures. Ça c'est pas valable qu'à celle-là. C'est vrai qu'il fait vraiment très très chaud. J'ai fermé les fenêtres pour essayer d'entendre un maximum le son, mais c'est pas toujours simple. Bon, en tout cas voilà, c'était le dernier tour sur la 330 de ce moteur. C'est un moteur que j'ai build en 2020 si je dis pas de bêtises. Donc c'est un moteur, je sais pas, il doit avoir 6-7 000 km. Après c'est pas une voiture, c'est pas un délit, hein, donc j'ai pas fait 70 000 km, mais en tout cas ça semble fiable. Les seuls problèmes que j'ai pu avoir, c'était au début des démanchonnages, ça c'était casse-couille. Sinon qu'est-ce que j'ai comme problème? J'ai cassé un arbre de transmission. J'ai mis un gros pont donc de 330D en 281. C'est des ponts de type 215K, donc c'est des gros ponts. L'avantage c'est que là pour le casser il faut au moins taper 900 ou 1000 Nm. Donc là pour l'instant avec celle-là j'y étais pas, ça laisse du gras. Sur la nouvelle config ça va être peut-être moins drôle, on verra, ça sera la surprise. Après c'est des cardans de 330D mais c'est les mêmes que sur 330i, hein. C'est juste la longueur qui est un peu différente pour un des deux côtés, mais ça change rien. Donc non sinon c'est... Ah, c'était un bloc que j'avais forgé. Alors je l'ai pas forgé pour mettre 1000 chevaux, c'était pas ça. C'est que c'est un bloc que j'ai récupéré et il y avait un piston qui était percé et il y avait une chemise qui était complètement rayée. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait faire réaliser. J'ai été obligé de racheter des pistons neufs. Et j'avais l'occasion d'acheter des pistons chez Amp 44. Alors maintenant ça doit plus exister parce que c'était en Russie. Et je les avais payé 450 balles livrées, donc c'était rien, c'était rien. Et les bielles Max Speeding, la chinoise, je les avais payés à peine 300 balles livrées, donc voilà, c'était forgé, mais parce que c'était forgé, c'était pour pouvoir rebuild pas cher. Donc c'était pas dans un objectif de sortir des puissances phénoménales. Mais bon, en tout cas le bloc il est tout neuf, enfin presque. Et bah, il va partir sur la E30, sur la E30 coupée. Donc là le moteur, on va installer le M50B32 là, normalement semaine prochaine. Et puis bah, ce bloc, qui part avec un nouveau collecteur, mais il garde toujours ce même turbo, il va partir dans la E30. Et bon, je pense que je mettrai par contre une Westgate externe. Et je pense que je mettrai peut-être que 0,4 bar sous la E30, ça fait même pas une tonne. Donc la voiture elle va s'envoler, quoi. Ça va être un peu dangereux à conduire, je pense. Donc voilà, donc ça va faire un beau petit bloc pour la E30. Et puis bah, on découvrira tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, c'était la présentation de la 330 Ci. Je l'avais jamais présentée alors que c'était ma première BM que j'ai acheté en 2017. Avant je connaissais rien, j'ai jamais fait de mécanique auparavant. Moi je bosse dans l'informatique dans un bureau, donc je bosse pas du tout dans la méca. C'est vraiment, c'est grâce à YouTube, c'est grâce aux tutos qu'on peut avoir sur internet. Et puis bah, pour moi c'est un peu une passion aussi, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Et je trouve que c'est sympa. Et puis ça permet de montrer aussi que même sans être un professionnel, on peut quand même arriver à sortir des petits trucs sympas. Voilà, je parle pas de sortir des 2000 chevaux ou des 3000 chevaux, mais en tout cas on peut déjà sortir des trucs sympas et sans forcément connaître un max la mécanique, quoi. C'est pas... BMW c'est quand même relativement facile. Donc je pense que c'est tout le monde peut mettre les mains dedans, hein. C'est pas... Comme je dis toujours, en fait il suffit juste d'avoir c'est les outils comme d'habitude, il faut un peu d'outils et puis de la place. De la place par contre, c'est vrai que la place et puis une deuxième voiture, parce qu'on peut pas utiliser une voiture comme ça en première voiture, c'est trop compliqué au niveau assurance, tout ça. Ça va juste pour se déplacer sur un circuit, mais sinon c'est pas la peine, quoi.
c'est trop dangereux, moindre accident, vous allez payer toute votre vie, donc ça c'est important de le savoir. Donc il faut mieux avoir un petit daily tranquille, sympathique. Et puis à côté de ça, voilà, vous avez une petite prépa pour aller faire du drift. Enfin moi c'est plutôt du grip, je suis pas trop drift parce que ça coûte cher en entretien, on abîme tout de 2-3 fois plus vite. Mais puis le grip, moi voilà, j'aime bien, je suis plus Gran Turismo Forza donc bon voilà, je vous dis la suite au prochain épisode. Donc, ça sera le remontage du M50 dans la caisse avec la surprise. Donc voilà, bon allez, ciao, bon week-end à tous. Je vous présente les pièces reçues. Donc là on a l'ensemble de toutes les pièces à l'écran, le piping, donc en aluminium, le collecteur turbo, c'est un collecteur qui provient de chez AliExpress. Au niveau du coût environ 300 €. La dump valve Forge Motorsport. Les Bosch 630cc, donc ces injecteurs OEM, donc c'est des vrais, c'est pas des copies. On a le turbo T04E à gauche, le GT3582, donc c'était pour faire une petite comparaison. On peut voir un petit peu la taille des turbines. On voit que le GT35 est quand même beaucoup plus gros. Le support de filtre S54 avec l'entrée et la sortie. Le ZF Perf 4 patins, l'embrayage avec sa plaque de pression. Les blocs revenus d'usinage. Les plongeons ont été rectifiés, donc bloc et culasse. Le réalisage en 84-25, associé au déglaçage. Là on a les pistons de chez Amp 44. Donc c'est marque russe. Marque russe qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore, mais ça doit être compliqué de commander chez eux. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils vendaient des pistons, donc d'origine c'était un RV à 10 2/1 sur le M54 B30. Et là ça permettait de monter le RV à 10.5/1. Donc c'était des pistons avec un taux de compression un peu meilleur. Donc des pistons qui sont assez légers. Là on les voit monter avec les bielles Max Speeding, donc c'est des bielles chinoises. Bon, c'était dans les 300 € à peu près quand je les avais achetés. Ça a dû, je pense, augmenter un petit peu depuis. On voit que les pistons plus bielles, donc forgés, sont un peu plus légers, presque 100 grammes de moins que les bielles et les pistons stock. Les coussinets de vélo Glico, bon, aucun intérêt de mettre des sommes folles, ça coûte une cinquantaine d'euros. Ça suffit large, de toute façon au niveau des vélos ça s'use jamais, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre 300 €, enfin je sais pas, après chacun fait ce qu'il veut, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Le vélo installé, petite huile d'assemblage, je sais plus ce que c'est comme huile, ça doit être de la... je sais plus ce que c'est comme marque, Permatex je crois si j'ai pas de conneries. Donc les vis de vélo passées aux ultrasons. Là, au bout d'une heure, ça sort, c'est vraiment comme neuf. Les ARP 2000 sur les bielles. Et les coussinets de bielle Glico. C'est des coussinets à pareil, une trentaine d'euros. Après, vous pouvez passer en trimétal si vraiment vous voulez mettre des 7500 tours, 8000 tours. Mais d'origine, ça prend 6500, 7000. Donc je vois pas trop l'intérêt d'aller foutre des trimétal. C'est pas un bloc M3 qui prend énormément de régime. Donc c'est pas super utile. Le bloc avec les 6 pistons. Tout beau, tout propre. La pompe à huile avec sa crépine. La pompe à huile renforcée. Donc là on voit qu'il n'y a plus d'écrou au milieu. C'est une pompe qui se sert directement avec 3 vis BTR. Et le tendeur de chaîne pour éviter qu'il y ait du jeu dans la chaîne. Le carter de distri avec le retour d'huile pour le turbo. Donc soudé directement. Bon, c'est propre, efficace. C'est mieux de faire un retour sur le carter sur le carter de distri que sur le carter d'huile. Ça évite que l'huile stagne quand elle redescend et ça évite que le turbo fume et ça évite de cramer les turbos, donc c'est pas forcément utile. Donc carter cloisonné, la remontage du carter cloisonné, ça c'est mieux sur piste, ça évite que ça déjauge. C'est presque obligatoire je dirais. Donc la culasse avec ses 24 soupapes toutes neuves, rectifiées. Joint de queue de soupape neuf. On a les ressorts qui sont montés. Ressort d'origine, pas changé. Les vis de culasse en M12 versus M10. Là on voit la différence, elle est folle.
Ça n'a vraiment rien à voir au niveau du diamètre. Pourtant il n'y a que 2 mm, mais c'est complètement, complètement fou la différence. Donc, monter sur le bloc. Joint de culasse d'origine L-ring. Donc, c'est un 0,7 mm, c'est le plus petit. Un coup de Loctite 30-20. Ça permet de rajouter un petit peu d'étanchéité supplémentaire. L'admission d'M50. Avec la cale. Pour pouvoir accueillir le papillon de M54. Donc, le papillon électronique. On peut voir sur la photo. Donc la sortie d'huile qui va au distributeur, donc vers un petit distributeur aluminium. Donc là c'est de... Alors je sais plus ce que j'ai mis comme adaptateur, mais ça sort en N4 je crois il me semble. Le ZF4 patin, ZF Performance. Et la plaque de pression renforcée ZF Performance. Pas besoin de l'outil finalement pour le remonter, j'ai utilisé l'outil mais c'est pas utile. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage automatique sur celui-ci. C'est pas besoin. Le gros intercouleur, donc c'est un 600-300. Le bloc qui prend place dans la 330 Ci avec le collecteur, le support S54. Voilà, ça fait un beau petit moulin. Donc là la pièce sur l'M50, ça c'est important de la changer parce que sinon elle dégage tout le temps. C'est-à-dire que vous allez accélérer 3 fois, boum, elle dégage. Donc soit vous bouchez complètement, ou soit j'avais acheté ça chez Rallyrod, je crois, il me semble, .net. C'est un truc américain et bon, ça coûte 15-20 euros, mais il y a aussi cher de frais de port et de douane que de pièces. Mais c'est la seule pièce qui tient. Là, j'ai pas eu de soucis. J'ai vu mettre jusqu'à vraiment max 1 bar 5 quand j'avais de l'overboost et ça a jamais bougé. Donc le T04E avec son turbo guard. Une petite découpe pour pouvoir faire un espèce de coude sur le downpipe. Donc ça sort en 63, donc c'est du 2 pouces et demi. Et ça repart en 76 mm, un peu plus bas. On voit sur la photo. 63, hop, 76. Voilà, bon, après les soudures, voilà, je suis pas soudeur de métier, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas il y a zéro fuite, c'est le principal. Ouais, avec un peu de bande thermique, c'est l'histoire de faire attention, ça pique de ouf, donc faut bien mettre des gants quand vous mettez ça. Soit l'humidifier et la passer, soit mettre des gants, parce que c'est un truc de ouf. C'est comme la laine de verre là, dans les greniers, ça pique un truc de malade. Donc la wastegate, donc ça c'est sur le turbo, j'avais été obligé de le modifier justement, parce que comme j'avais de l'overboost, il prenait un bar 5 réglé au minimum. Donc j'étais obligé d'agrandir les conduits là au niveau de la wastegate au max. Dremel. Et... Bon, ça se lime assez facilement, ça s'usine facilement. La sonde GT. J'avais rajouté la sonde GT parce que c'est quand même pratique. Bon, elle est juste à percer, tac tac, et puis voilà. Le bloc monté avec l'intercouleur, une partie du piping. On voit bien le piping à droite qui repart jusqu'à l'admission. À gauche jusqu'au turbo, donc c'est du 51, 63, 76. Et à droite côté admission, on est sur du 76, 90, 76. C'est le papillon est en 76. Et le MAF est en 90. Le monstre. Ouais, l'intercouleur, j'avoue, j'ai peut-être été un peu, j'ai été un peu trop généreux, mais bon, pour le nouveau bloc, c'est pas grave, ça sera bien. Mais pour ce bloc-là, pour mettre 0,6 bar, ça sert à rien du tout. Hein. Prenez un intercouleur qui fait la moitié et ça suffit largement. Donc là, une fois tout remonté, la ligne, j'avais été obligé de recouper pour ressouder des réducteurs, donc c'était un Y en 76, 63 x 2 et après 2 x 51. Donc la demi-ligne que j'ai fait aussi, qu'il va falloir que je refasse d'ailleurs, parce que sur le M50, comme il y a une nouvelle transmission qui est plus longue, il va falloir que je le modifie, parce que ça ira pas. Le distributeur en aluminium, donc merci Émeric Montico, c'est super cool, c'est lui qui me l'a usiné sur mesure. Très belle pièce. Merci beaucoup Émeric. Le régulateur de pression d'essence. Donc il y a
Il y a un capteur de pression d'essence aussi dessus. Le petit kef, donc c'est un kef 215K, donc c'est un kef, je crois qu'il se monte dans les 335i ou dans les 330D E46. Donc pour les ratios 2,81. Donc c'était les ponts de 330D automatique. Bon après ça c'est plug and play, faut juste démonter, c'est un peu chiant mais c'est plug and play. J'avais profité pour tout bien nettoyer, pour le repeindre vite fait. Donc le subframe, sous la caisse, donc le berceau arrière avec les cylindres blocs en polyuréthane. Et puis le moteur monté, tout est monté, tout est terminé. Et voilà, la petite caisse de piste. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.